Gilles Vergnion, je suis maître de conférence émérite à Sciences Po Lyon, où j'ai enseigné l'histoire contemporaine pendant une bonne vingtaine d'années. Et mes thèmes de recherche, j'en ai deux, deux objets qui peuvent se recouper. C'est l'histoire des gauches en France et en Europe, spécialement la famille socialiste et social-démocrate. Et de l'autre côté, l'autre objet, c'est la Seconde Guerre mondiale, mais en particulier l'histoire des maquis et des politiques commémoratives de la résistance. Voilà, grosso modo, ça tourne autour de ces deux pôles, mes thèmes de recherche, et c'est autour de ces deux thèmes que j'ai publié les 8 livres qui sont à mon actif. Alors, le mot maquis, si vous voulez, il a un triple sens, c'est pour ça qu'il faut peut-être y revenir. Alors, le maquis, vous consultez un dictionnaire, c'est une formation végétale qui est proprement méditerranéen, le maquis corse ou le maquis du midi de la France. Ça, c'est le premier sens. Et par un deuxième sens, c'est devenu depuis le 19e siècle et depuis les nouvelles d'un romancier qu'on ne lit plus beaucoup, qui s'appelle Prosper Mérimée, Colomba, Carmen, qui se passe en Corse, c'est l'image de bandits d'honneur qui se cachent dans le maquis, qui échappent aux poursuites de la gendarmerie et qui incarnent un imaginaire de liberté. Donc le maquis, si vous voulez, c'est comment dire, acculturé dans la société française par ce biais-là. Et quand vous regardez la presse des années 1930, où il y a encore des bandits d'honneur dans le maquis corse, Spada, par exemple, qui est un bandit très célèbre à l'époque, la presse à grand tirage dit la gendarmerie poursuit Spada dans le maquis, ou Spada tient le maquis. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà très présent. Et je crois que la première occurrence du mot maquis, alors au troisième sens sur lequel j'arrive, c'est dans un quotidien de la région Rhône-Alpes, enfin, qui s'appelle pas encore comme ça, le Petit Dauphinois, qui est l'ancêtre du Dauphiné libéré, qui publie un article, c'est la fin de l'année 1941. Il n'y a pas de maquis en France, et l'article dit en Bosnie-Herzégovine, donc c'est l'ex-Yougoslavie, des terroristes tiennent le maquis. Et là, ça fait allusion effectivement, fin 1941, aux activités des partisans du futur maréchal Tito, et on associe donc la résistance armée au maquis. Et ensuite, le mot va se globaliser, il désigne, alors c'est le sens courant qu'on a aujourd'hui, je dirais des groupes armés qui tiennent la montagne, ou plutôt une zone montagneuse, plutôt montagneuse que campagnarde, et qui mènent la lutte pour la libération de leur pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est le terme. Il y aurait une forme nouvelle de clandestinité, puisque la résistance est clandestine depuis qu'elle commence à se structurer. Et là, on a une nouvelle forme de clandestinité qui est plus urbaine mais rurale, et qui est beaucoup plus collective, puisqu'on rassemble dans des camps ou des lieux donnés plusieurs dizaines et bientôt plusieurs centaines de personnes. Voilà, je crois, la définition générique qu'on peut donner. Le mot maquis, alors, il commence à être de nouveau employé à l'hiver 1942-43. Donc, on n'est pas tout à fait au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire à un moment où vous avez, l'effondrement de la légitimité du régime de Vichy, puisque la zone dite libre est occupée par les Allemands et par les Italiens. N'oublions pas les Italiens qui sont dans les Alpes jusqu'à l'automne 1943. Et donc, ça libère, si vous voulez, avec l'occupation de la zone libre, l'armée de l'armistice que Pétain avait pu conserver est dissoute. Et vous avez donc des centaines de sous-officiers et d'officiers qui sont rendus disponibles et qui, pour une part d'entre eux, qui est plus importante que ce qu'on a bien voulu dire, vont encadrer les futurs maquis. Et le deuxième élément, alors c'est le plus fort, c'est que vous avez à partir de septembre 1942 des dispositifs ordonnés par l'occupant allemand de réquisition de main-d'œuvre pour aller travailler en Allemagne, qui culminent, alors il y en a trois, on ne va pas rentrer dans les détails, qui culminent dans le fameux service du travail obligatoire, qui date de février 1943, mais ça commence en fait à l'automne 42. Et si vous voulez, alors ça marche plutôt mieux que prévu du point de vue des Allemands. C'est-à-dire que les deux premières réquisitions fonctionnent très bien. Mais à partir du printemps 43 et surtout de l'été 43, ça commence à dysfonctionner. Et vous avez donc une masse de plus en plus grande de gens qu'on appelle des réfractaires, qui ne veulent pas partir en Allemagne et qui vont prendre le maquis, non pas au sens qu'ils rejoignent une quelconque forme de résistance, mais qui ne veulent pas partir. Donc, ils se cachent dans des fermes, des exploitations forestières, où très souvent ils travaillent au champ ou au bois, ou ils gardent le bétail.
Et en échange de ce travail gratuit, on leur offre le gîte et le couvert et surtout une certaine sûreté. Et si vous voulez, à partir de l'hiver 42-43 et surtout le printemps 43, des mouvements de résistance, et en particulier celui de Henri Frenay, qui s'appelle Combat, comprennent très vite qu'il y a un enjeu majeur pour la résistance, c'est fournir à ces jeunes gens qui sont planqués en montagne un encadrement et leur proposer de devenir un maquis de combat, c'est-à-dire une forme d'organisation paramilitaire qui préparera les combats de la libération. En sachant bien qu'il y a une double déperdition, c'est-à-dire entre tous ceux qui refusent de partir en Allemagne et ceux qui vont être organisés dans des maquis, on considère en général que c'est autour de 20%. C'est-à-dire que, alors 20%, ça fait à peu près 20 000 personnes, ce qui est peu par rapport à tous ceux qui refusent de partir en Allemagne pour se cacher, mais 20 000 personnes, c'est quand même une masse de primo-arrivants dans la résistance qui arrivent d'un seul coup et qui vont fournir, je dirais, la base des premiers maquis, et en sachant que ces premiers maquis de refuge, une bonne part d'entre eux vont se convertir en maquis de la résistance, et je dirais l'emprise de la résistance sur ces maquis de refuge, c'est un processus qui s'étale sur plusieurs mois, entre le printemps et l'été 1943. Et on peut dire qu'à l'été 1943, à partir de l'été 43, l'essentiel des maquis refuges, c'est-à-dire des groupes de gens qui se cachent, soit ça n'existe plus, soit ça s'est converti dans des maquis de résistance, le reste continuant à se planquer, mais sous des formes beaucoup plus diffuses, plus individuelles, dans des fermes, où là, ça va continuer jusqu'à la fin de la guerre, avec un turnover qui existe entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui montent au maquis, puis qui acceptent un encadrement de la résistance, et puis ça ne leur plaît pas, donc ils s'en vont pour des raisons ou pour une autre, mais ils peuvent revenir, c'est-à-dire que vous avez tout un halo d'incertitude autour de ces maquis. Mais voilà, c'est un phénomène qui se cristallise entre l'hiver 42-43 et l'été 43, où là, on a une résistance qui commence à structurer, à encadrer ces maquis, à leur fournir un encadrement paramilitaire en utilisant des officiers et des sous-officiers issus de l'ancienne armée de l'armistice qui a été dissoute après l'occupation de la zone libre, et qui commence, alors avec peu de succès en 43, à essayer de les armer, mais les parachutages alliés massifs, c'est 44, 43, c'est vraiment très embryonnaire, donc on récupère ce qu'on peut, des fusils de chasse, des armes récupérées de l'armée française qui officiellement n'existe plus, voilà, c'est des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est très embryonnaire, vous lisez les récits des premiers maquisards, on a un fusil pour 10 hommes, plus un fusil de chasse, un vieux revolver de 14-18, enfin voilà, c'est quand même très limité en termes d'armement. Ça commence à être visible à l'été et l'automne 43, et ça joue un rôle croissant à partir du printemps 44. C'est pas étonnant que les maquis, on les trouve plutôt dans les zones forestières, montagneuses, mais pas la très haute montagne, puisque la très haute montagne, elle est quand même impropre à une présence humaine en permanence, hein. On va pas sur les sommets alpins et pyrénéens, c'est pas possible. Donc c'est plutôt la moyenne montagne qui est le milieu idéal du maquis. Donc si vous voulez, entre 800 et 1500 mètres, hein, pour parler de façon très grossière. Et alors, et ces montagnes et ces zones forestières, ces moyennes montagnes et ces zones forestières, vous les trouvez plutôt au sud de la Loire, donc en zone sud. Bon, le Massif central, les Alpes, le Jura, mais aussi les Pyrénées, ça se trouve dans la moitié sud de la France. Et donc, c'est pas anormal qu'on va trouver les principales zones de maquis dans le sud de la France et spécialement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, vous pouvez me dire, et les Pyrénées? Ben, les Pyrénées, alors, il y a des maquis dans les Pyrénées, même si on ne va pas en parler, mais si vous voulez, les Pyrénées ont un double inconvénient, si on peut dire. Un, c'est une zone frontière avec l'Espagne, qui est un pays neutre, même s'il a des sympathies pour l'Allemagne nazie. Franco a des sympathies pour l'Allemagne nazie, mais c'est un pays neutre. Donc, c'est une zone où beaucoup de gens qui veulent quitter la France, alors, soit des aviateurs alliés qui veulent repartir au combat, ils passent par l'Espagne. Donc, c'est une frontière très, très verrouillée et d'une, donc beaucoup plus contrôlée que celle des Alpes, par les Allemands et pas par les Italiens. Et deuxièmement, c'est une zone qui n'a pas d'intérêt stratégique. Tout le monde comprend qu'il n'y aura pas de débarquement dans la zone pyrénéenne, du côté de Hendaye ou de Perpignan. Donc tout le monde s'attend à un débarquement, s'il y en a un, en Normandie ou dans le Pas-de-Calais ou en Provence. Et donc, si vous voulez, les zones où il y a des axes stratégiques, des grandes routes et des voies ferrées, c'est la vallée du Rhône, c'est les routes qui permettent de rejoindre l'Allemagne. Donc, c'est pour ça que la région Auvergne-Rhône-Alpes est une région stratégique du point de vue du développement des maquis, même s'il y a des maquis
Il y en a quelques-uns dans les Vosges, enfin, il y en a un peu partout, il y en a dans les Ardennes, il y en a en Normandie, mais c'est vrai que les maquis, en tout cas les plus connus du grand public, Glières, Vercors, Montmouchet, Maquis de l'Ain, tout ça, c'est quand même des maquis qui se trouvent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'essentiel. Évidemment, il y a les maquis du Limousin avec Guingouin, on ne va pas parler, mais bon, c'est quand même, voilà, l'essentiel, c'est quand même Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, alors on peut prendre des exemples. Alors je dirais, il y a des exemples, moi j'appellerais ça, c'est un terme un peu paradigmatique au sens où ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit à peu près partout. Et puis les exemples qui sont plutôt exceptionnels. Alors ce qui est paradigmatique, ben, c'est le Vercors, l'Ain, l'Auvergne. C'est-à-dire que vous avez une chronologie qui est à peu près la même dans toute la France. On peut en reprendre les étapes, c'est assez simple. Décembre 42, janvier 43, c'est les premiers camps qui se constituent. Donc des gens qui se cachent, qui ne veulent pas partir en Allemagne, mais qui commencent à être convoyés par des résistants qui leur trouvent une planque. Voilà, alors le cas dans le Vercors, c'est la ferme d'Ambel, hein, fin décembre 1942, donc une ferme dans la Drôme, où là vous avez des résistants qui convoient des cheminots de Fontaine, quelques Polonais, d'autres, dans une ferme où il y a un camp qui, quand la résistance va commencer à contrôler ça de façon un peu plus structurée, va s'appeler le camp numéro 1, et il y en a d'autres qui vont suivre. Dans l'un, vous avez à peu près le même processus. Dans un coin de l'extrême sud de l'Isère, le Trièves, Trémini, vous avez un maquis qui s'installe aussi à peu près au même moment, hein, hiver 43. Donc ça, c'est la première phase. Vous avez une deuxième phase, c'est la militarisation des maquis. Donc là, ça commence été 43, printemps, été 43, disons, printemps, avril et l'été, où vous avez souvent des officiers de métier qui vont prendre en main. Alors, un cas emblématique, c'est Romans-Petit dans l'Ain. Voilà, on a des maquis dans l'Ain, donc une zone forestière et montagneuse, et on envoie donc un homme qui est un officier de réserve de l'aviation, qui ensuite a fait de la carrière, a fait carrière professionnelle dans la publicité, la réclame comme on dit à l'époque, mais c'est un officier de réserve, et on lui demande de prendre en charge l'encadrement de ces maquis, ce qu'il va faire, bon, alors, y compris en imaginant, et là c'est sans doute l'ancien professionnel de la publicité qui a cette idée-là, de faire ce défilé en uniforme à Oyonnax le 11 novembre 43. On a vu ça dans la série Le Village français. Bon, c'est pour frapper un coup d'éclat, le faire filmer, envoyer le film à Londres pour montrer que les maquis, c'est une force disciplinée, cohérente à prendre au sérieux. Et bon, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, de façon anachronique, un coup de pub. Mais bon, c'est quelqu'un qui a travaillé là-dedans, donc il comprend très bien l'importance que ça a. Et voilà, bon, voilà Roman Petit. Dans le Vercors, vous avez plusieurs officiers. Le premier, c'est Alain Leray, donc un officier d'infanterie alpine, qui est le premier chef militaire du Vercors. Voilà, et vous avez à peu près des processus semblables, à peu près dans tous les coins. Et puis la troisième phase, alors celle qui est la plus connue et qui est la plus sanglante, c'est les combats pour la libération de la France, puisque vous avez une effervescence après le débarquement, et des maquis qui avaient quelques centaines de personnes à tout casser. Ils vont gonfler comme des éponges et accueillir plusieurs milliers de jeunes gens, de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, qui montent au maquis, comme on dit, pour participer à la libération de leur pays. Et cette mobilisation de post-6 juin 44, elle a souvent une ampleur supérieure à ce que prévoyaient les responsables de la résistance, qui ont donc parfois de grosses difficultés pour encadrer cet afflux de nouveaux venus et pour aussi, je dirais, régler des problèmes tout à fait matériels. Il faut les nourrir, hein. Si vous avez 3000 personnes sur les bras, bah, il faut qu'ils mangent. Et donc, on fait comment? Il faut aussi les habiller. Bon, souvent, quand on monte en chaussures de ville, bah, il faut essayer de trouver des chaussures et des vêtements plus adaptés à la vie en montagne, au combat. Il faut les armer, il faut les entraîner, ce qui est là aussi. Voilà, et donc vous avez là une masse de problèmes qui vont surgir. Et c'est la période des zones libérées, c'est-à-dire où beaucoup de responsables résistants vont proclamer le territoire qu'ils contrôlent comme zone libérée. On plante le drapeau. Et parfois, alors à Oyonnax et Nantua, on proclame la 4e République. À Annonay, en Ardèche, on convoque Pétain devant un tribunal populaire pour le juger. Dans le Vercors, on proclame également la République début juillet 44. Idem également dans le Massif central. Donc vous avez cette période-là. Ces proclamations de zones libérées amènent une réaction allemande extrêmement brutale. Alors, le cas du Vercors est connu, mais on peut citer aussi l'Ain,
hein. Vous avez un village comme Dortan qui est rasé et détruit. C'est un peu la même chose que Vassy-en-Vercors, à une échelle un peu plus petite. Et les Allemands n'interviennent pas partout parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, ni l'intention. Ils interviennent là où ils pensent que ces maquis menacent leurs axes de communication. Et donc, ils interviennent, la Haute-Ardèche, Annonay, l'Ain, le Vercors, l'Oisans, parce que ces maquis peuvent menacer leur voie de communication vers l'Italie, puisque je rappelle, ils sont présents dans le nord de l'Italie, et les voies de la vallée du Rhône, donc la nationale 7, la 86, la voie de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille, qui sont aussi pour l'armée allemande ces itinéraires de repli vers l'Allemagne, puisque, bon, c'est après le débarquement, donc il faut qu'ils envisagent un repli, et donc il n'est pas question de perdre le contrôle de ces axes. En revanche, là vous avez des maquis, par exemple, il y a un maquis, le maquis de Mauriac, dans le Massif central, où là, la République est proclamée après le 6 juin, et les Allemands n'y touchent pas. Donc le territoire est définitivement libéré. Pourquoi? Parce que d'abord, les Allemands n'ont pas les moyens d'aller partout, et comme cette zone n'a selon eux pas d'intérêt stratégique, ils n'y interviennent pas. Et donc les maquis qui reçoivent la foudre, c'est ceux qui ont je dirais, le malheur de se trouver sur des zones que les Allemands considèrent comme stratégiques. Donc là, vous avez cette série d'interventions militaires contre les maquis qui commence dans l'Ain, et qui se termine dans l'Oisans, avec le Vercors entre les deux, entre juin et fin juillet, début août 1944. Voilà, ça c'est la trame la plus paradigmatique, au sens où vous trouvez ça aussi dans le Limousin et dans d'autres régions de France. Et puis alors, il y a un cas assez exceptionnel, c'est Glières, qui n'est pas du tout dans le schéma que je viens de vous exposer, parce que Glières, c'est quoi? C'est un rassemblement, pardon, pas à visage découvert, mais presque, mars 44, janvier-mars 44, donc à une époque où il n'y a pas de rassemblement de cette ampleur en France. Et pourquoi? Pour une raison, c'est que la Haute-Savoie est une zone en pleine effervescence depuis le printemps 1943. Vous avez vraiment une activité résistante très très importante. Donc Vichy met le département en état de siège. Donc il y a une répression qui s'abat sur la résistance. Et donc à la fois pour échapper à cette répression et pour recevoir un des premiers parachutages d'armes d'ampleur, on va s'installer sur le plateau de Glières à partir de fin janvier 1944. Et le parachutage ne vient pas parce que la météo est détestable. Et donc, une des raisons il y a une prolongation de ce rassemblement au plateau des Glières, c'est la météo exécrable qui fait que le parachutage n'intervient que beaucoup plus tard. Et donc, finalement, comme on le sait, c'est ce qui va amener les Allemands à intervenir à la fin du mois de mars, le 26 mars, pour disloquer le maquis des Glières, qui entre à ce moment-là dans la légende. Mais Glières, c'est complètement décalé par rapport à la chronologie des rassemblements de cette ampleur. Alors, vous les trouvez dans le Vercors, dans l'Ain et ailleurs, mais c'est après le 6 juin. Alors là, on est en mars, donc à un moment où le débarquement n'a évidemment pas eu lieu. C'est qu'il faut quand même le signaler, le banc d'essai des opérations militaires allemandes contre le maquis, avec une unité qui était une unité d'entraînement, c'est la 157e division de réserve de montagne du général Pflaum, alors qui est très connu de ceux qui s'intéressent à cette histoire, qui est une unité qui servait à former de jeunes chasseurs alpins, Gebirgsjäger en allemand, des chasseurs de montagne, pour ensuite les redispatcher sur le front de l'Est ou dans les Balkans. Donc une division d'entraînement. Et cette division d'entraînement va être la grande unité de contre-guérilla de la Wehrmacht dans toute la zone du sud-est, celle qu'on voit dans les Glières, celle qu'on voit dans l'Ain, celle qu'on voit dans le Vercors, évidemment, celle qu'on voit dans l'Oisans un peu plus tard. Et donc, c'est l'unité qui va expérimenter, je dirais, les tactiques de contre-guérilla qui commencent à être expérimentées dans l'Ain et dans les Glières, surtout dans les Glières, parce que là, il y a une grosse concentration. Voilà, et après, ça sera, je dirais, dupliqué dans toutes les grandes interventions contre les maquis, à l'exception du Montmouchet, en Dauvergne, où là, c'est d'autres unités allemandes qui vont intervenir. Mais la division de Pflaum est la grande unité de contre-guérilla dans toute la région, du Jura jusqu'aux Préalpes, jusqu'au Vercors. Ils ont toujours la même stratégie à peu près, une stratégie qui sera reproduite par l'armée française en Algérie d'ailleurs. C'est on commence par encercler, c'est-à-dire on encercle la zone de maquis, on la verrouille, donc personne n'entre ni ne sort, et ensuite il y a des unités de choc qui vont tronçonner la zone sur plusieurs axes différents pour disloquer les rassemblements de maquisards. Et une fois qu'on les a disloqués, on met le feu au village. Alors tous les villages, la totalité des maisons ou une partie. On exécute des otages ou des gens jugés complices du maquis pour semer la terreur. On prend le bétail
on enlève le matériel agricole pour empêcher le maquis de se réinstaller. Donc, c'est le prototype des opérations qui auront lieu un peu partout. Et bon, globalement, il faut le dire, enfin, la Wehrmacht a une triple supériorité chez les maquisards. D'abord, une supériorité en nombre. Chaque fois qu'ils montent une intervention, ils sont très supérieurs en nombre, d'autant qu'ils choisissent le point d'attaque. Supériorité en matériel, ils ont de l'artillerie, un appui aérien, et supériorité en entraînement. C'est-à-dire que vous avez des jeunes maquisards qui montent des villes sous-alimentées souvent, hein, donc vous n'allez pas en faire des combattants et des guérilleros en 3 semaines. Donc voilà, donc du coup, bon, globalement, après, simplement, ce qui est vrai, c'est que le gradient des pertes allemandes monte. Ils commencent leurs interventions avec un coût humain assez faible. Et voilà, dans le Vercors, ils ont quand même une centaine de tués et de disparus, pas mal de blessés. Donc le coût humain pour la Wehrmacht augmente au fur et à mesure que les maquis sont mieux armés, mieux encadrés et mieux entraînés. Oui, c'est une bonne question. Le profil des maquisards, si vous voulez, il y a plusieurs phases. Pour l'avoir bien étudié pour le Vercors, on voit que c'est différent. La première phase, donc c'est des gens qui viennent parfois d'assez loin, Paris par exemple. Paris, alors Lyon, c'est pas très loin dans la journal, Marseille, donc d'agglomération urbaine, qui veulent échapper à la réquisition, ou alors qui ont entendu parler qu'il y avait de la résistance et qui veulent participer à ça. Clairement, s'il y a un afflux en Haute-Savoie de gens d'un peu partout en France, c'est parce que la radio anglaise en a parlé, et beaucoup de jeunes gens pensent que c'est en Haute-Savoie que les choses sérieuses se passent, donc voilà, on y va. Mais globalement, ce sont des jeunes urbains plutôt qui peuvent venir d'assez loin, même si la majorité, évidemment, elle est locale et régionale. C'est-à-dire que dans les maquis rhône-alpins, vous trouvez des gens issus de la région, mais pas seulement. Et puis, quand il y a vraiment la montée en masse, après 6 juin 44, là, vous avez des profils d'âge plus variés. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est à la fois plus jeune, moins de 20 ans, et plus vieux, plus de 30 ans. Alors que le noyau de base, c'est des gens, si vous voulez, entre 20 et 25 ans. Et après 6 juin 44, la gamme de génération s'élargit. C'est plus jeune et plus âgé. Et évidemment, il y a également plus d'encadrement, avec parfois des sous-officiers ou des officiers qui ont l'expérience de 14-18 pour les plus âgés, donc qui vont participer à cet encadrement. Et les profils professionnels sont très variés, hein, donc on vient des villes, plus représentation ouvriers, employés, commerçants, étudiants aussi. Et dans un dernier temps, dans les zones qui sont vraiment libérées pour plusieurs semaines, comme le Vercors, les autorités du maquis vont procéder à une mobilisation générale, comme si on était un État, c'est-à-dire qu'on requiert les habitants, donc y compris les habitants qui n'ont jamais quitté leur région d'origine, s'ils sont en âge de combattre, comme dans une mobilisation générale, pour prendre les armes. Ce qui passe plus ou moins bien d'ailleurs. Et voilà. Donc, si vous voulez, c'est ce profil-là. Ce qui est intéressant dans l'histoire du maquis, c'est que vous avez une résistance quand elle, comme les premiers noyaux de résistance, c'est des gens des villes. C'est urbain, c'est plutôt ville moyenne et grande ville, et c'est plutôt des gens classe moyenne supérieure. C'est-à-dire des gens qui ont un minimum de l'argent et des métiers qui leur laissent quelques loisirs, une voiture. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément des richissimes, mais des gens qui ont quand même quelques moyens. C'est ça le profil des cadres du début de la résistance. Et dès l'instant qu'on va passer au maquis, la résistance se ruralise, parce qu'évidemment, voilà, il n'y a pas de maquis possible sans l'assentiment du monde rural, ça on pourrait y revenir. Et c'est une résistance également, alors qui se militarise, puisque la question c'est les armes et user des armes. Et puis c'est aussi une résistance, on pourrait dire, qui se masculinise. C'est-à-dire qu'il y avait plus de femmes au début de la résistance qu'il y en a à la fin. Parce qu'au début, quand on a ces noyaux urbains, il y a des femmes souvent qui ont fait des études, des professeurs, des étudiantes. Prenez un mouvement comme Défense de la France, il y a plusieurs étudiantes qui sont à la tête de ce mouvement. Dès l'instant qu'on passe à une ruralisation et à la lutte armée, là, le maquis se masculinise. Enfin, la résistance se masculinise dès l'instant qu'elle prend la forme du maquis, même s'il y a évidemment des femmes dans le maquis. Voilà. Donc c'est un profil de résistants. Beaucoup de gens qui viennent des villes, mais également des gens qui sont de petites bourgades ou des campagnes qui vont participer à la résistance par le biais des maquis, alors que le monde rural n'était pas vraiment la préoccupation de la résistance dans le moment où elle commence à naître et à se chercher. Il y a deux choses. D'abord, c'est dans le monde rural,
peut-être plus que dans le monde urbain, surtout à cette époque, il faut des intercesseurs, c'est-à-dire des gens qui vont être ceux qui vont permettre au maquis de s'enraciner, d'avoir une certaine légitimité. Ces gens, ce sont les élus, les maires des petites communes, et en particulier les secrétaires de mairie qui sont capables de faire des faux papiers, les curés, très important dans le monde rural, les instituteurs et institutrices, et puis tout ce qui est l'encadrement associatif, société de chasse, club de ski, club de boulistes. Quand on voit bien que voilà, c'est des gens, il y a du monde, il y a des gens qui se connaissent, etc. Donc ça, c'est les et les gendarmes. Souvent, on a dans le monde rural, les gendarmes vivent au contact de la population, hein. Les casernes de gendarmerie dans les petites bourgades, elles sont dans le village, au cœur du village, plus qu'aujourd'hui. Les enfants des gendarmes vont à l'école primaire, donc ils vivent dans la population. Et on a souvent, je dirais, une certaine bienveillance, ou du moins une absence de malveillance des brigades de gendarmerie par rapport aux maquis qui se font dans leur coin. Et ensuite, il y a le substrat, la population rurale. Alors, de celle-là, on peut dire qu'il y a globalement, on peut dire, une accommodation de la population rurale aux maquis, parce que sans cette accommodation, les maquis ne sont pas possibles. Clairement, ils ne sont pas possibles. Et cette accommodation, en revanche, on peut dire qu'il y a plusieurs zones. Il y a une accommodation volontaire, donc des gens qui disent, ouais, c'est nos petits gars, c'est nos gars. Puis bon, ils refusent d'aller travailler chez les Boches, hein. Pensez à ça, c'est que les agriculteurs, ceux qui ont plus de 45 ans, ils sont des anciens combattants de 14-18. Et donc, c'est aussi une des raisons du prestige initial de Pétain. On n'aime pas ceux qu'on appelle les Boches. On les aime pas. Donc, pas aller travailler chez les Boches, on dit c'est pas du, enfin, c'est quelque chose qu'on comprend, hein. Donc, il y a ça. Donc, il y a l'assentiment volontaire, et puis il y a aussi une part d'assentiment contraint, parce que le maquis fait pression sur la population rurale. Et il fait pression, y compris avec la possibilité de représailles si on n'obéit pas à la loi du maquis. Et les représailles peuvent être parfois, enfin ça existe, des exécutions sommaires de personnes jugées suspectes. Donc voilà, alors, en même temps, les responsables de maquis, qui sont un peu des seigneurs de la guerre, hein, c'est un peu comme dans la Chine des années 1920, ils savent très bien, enfin, en tout cas les plus intelligents le comprennent assez vite, que si on fait trop pression sur la population, celle-ci se retourne contre vous. Et donc, la pression indispensable, parce qu'il faut exiger aussi une part de la récolte de pommes, une part du lait qui est trait, bon, etc., etc., une part des récoltes de pommes de terre. Il faut que cette pression soit dosée et qu'elle ne soit pas excessive. Et si elle n'est pas excessive, ça se passe bien. En général, si elle est excessive, ça peut se transformer en son contraire, d'où ce que l'on appelait parfois les faux maquis. Alors, les faux maquis, c'est le thème d'un livre de Fabrice Grenard. Les faux maquis, alors d'une part, c'est des bandes de délinquants, on pourrait dire, qui prennent l'étiquette maquisa pour mieux rançonner les populations. Ça existe. Et en général, ils sont victimes d'une répression impitoyable des vrais maquis quand ils sont pris. C'est-à-dire, ils sont exécutés séance tenante. Et puis, les faux maquis, c'est aussi des vrais maquis qui dérivent, c'est-à-dire des vrais maquis, entre guillemets, mal commandés, ou qui n'ont pas assez d'enracinement dans la population, qui exercent une pression sur elles excessive et qui, du coup, sont rejetés par la population. Mais globalement, il y a un assentiment bien réel, surtout quand les intercesseurs, que sont les curés, bon, on le voit dans le Vercors, les prêtres, ceux qui, dans leur prêche du dimanche à la messe, tonnent contre le STO, c'est assez fréquent, je dirais, bon, bah, tous les gens qui sont dans la salle disent, bah oui, bon, nos gars, ils vont pas aller là-bas. Donc voilà, il y a ce substrat qui existe, mais globalement, ça se passe assez bien. Il y a un fil de vie entre les villages, les hameaux et les camps de maquis. Et sans ce fil de vie, le maquis ne pourrait pas survivre. Même si vous êtes 500, c'est le cas des maquisards du Vercors à l'hiver 43-44, bah, il faut nourrir 500 hommes jeunes pendant l'hiver, bah, il faut qu'il y ait de la nourriture. Qui peut fournir cette nourriture? Les agriculteurs locaux. Et donc, vous ne pouvez pas l'exiger sous la menace de la carabine. Enfin, si vous faites que ça se passe mal. Et donc, le maquis risque de disparaître parce qu'il est plus soutenu. Donc, ça se passe bien globalement, jusqu'au moment où il y a les interventions allemandes, où là, clairement, le maquis attire la foudre sur les populations. Et donc, il y a des réactions, disons, qui vont être plus diversifiées dès l'instant que les interventions allemandes vont commencer, avec le cortège de fermes incendiées, bétail saisi, prise d'otages, etc. Où là, dans la population, mais je ne dis pas que c'est simplement pas unanime, des éléments de la population vont dire quand même
en vous implantant à côté du village, voilà ce que vous avez attiré. Donc ça existe aussi, globalement. Donc voilà, il y a à peu près toute cette ambivalence de situation, mais globalement, euh, là où, euh, là où les choses se passent bien, on le voit, c'est quand les maquis sont plutôt, comment dire, ils ont comme intermédiaire des notables locaux. Voilà. Le curé, l'instituteur, ou les deux à la fois, le maire, le secrétaire de mairie, la brigade de gendarmerie, avec un cas extrême, c'est la brigade de gendarmerie de la Chapelle-en-Vercors, qui est la seule brigade qui a été décorée de la médaille de la Résistance, à titre collectif. Car les hommes de cette brigade aiguillent les réfractaires vers le maquis. Donc il y a des gars, on les voit arriver avec leurs valises venant de la ville, les gendarmes leur disent, tu cherches le maquis, c'est pas là qu'il faut aller. Donc voilà, donc ça existe, mais il y a d'autres endroits, à Trémigny par exemple, dans le Trièves, sud-Isère, on voit les gendarmes locaux qui sont également d'une bienveillance envers le maquis, d'autant plus grande que la légitimité du régime de Vichy s'est effondrée avec l'occupation de la zone libre, le remplacement des Italiens par les Allemands à l'automne 43, etc., etc. Tout à fait, c'est-à-dire qu'ils sont indexés sur la carte de la guerre. C'est-à-dire clairement, il y a une montée au maquis qui s'accélère entre le printemps et le cœur de l'été 43, puisque beaucoup de Français pensent que le débarquement aura lieu à l'été 43. Et il n'a pas lieu. Donc là, il y a une vague de déception et on voit bien que les effectifs des maquis, dans toute la France, donc en zone sud aussi, refluent à l'automne, parce que l'hiver approche. Et bon, un deuxième hiver dans le maquis pour les plus anciens qui sont là depuis janvier 43, c'est quand même beaucoup. Et ça remonte au printemps, parce que là, tout le monde est à peu près sûr qu'il y aura un débarquement au printemps 44. Et ça explose après le 6 juin, avec sans doute une mauvaise appréciation de la situation, mais nous, on le sait parce qu'on connaît la suite du film, c'est que beaucoup de Français, beaucoup de résistants, pensent sans doute que le débarquement du 6 juin 44 va être suivi d'une sorte de blitzkrieg à l'envers, c'est-à-dire d'une libération très rapide du territoire français. Et on le sait, si le débarquement lui-même est une réussite avec moins de pertes que ce que les Alliés avaient envisagé, les Alliés piétinent quand même plus d'un mois sur les plages de Normandie. Caen devait être libéré à J+2 ou +3, il faut un mois pour libérer Caen, qui est à 20 km des plages. Donc c'est beaucoup plus long que prévu. Et donc les maquis se mobilisent dans l'espoir de cette guerre éclair à l'envers. Et le fait que les Alliés piétinent en Normandie plus longtemps que prévu et que le débarquement en Provence n'est pas synchronisé avec celui de Normandie, contrairement à ce qui avait pu être envisagé, ça met, si vous voulez, les maquis en l'air pendant plusieurs semaines. Ils se sont mobilisés, ils sont en l'air. Et c'est dans ce laps de temps entre les deux débarquements, et enfin plutôt entre le débarquement en Normandie et la percée d'Avranches à la fin juillet 44, que la Wehrmacht va lancer ces grandes opérations répressives dont on a déjà parlé, qui vont disloquer les maquis de l'Ain, les maquis du Vercors, les maquis de Nord-Ardèche, les maquis de Loison, comme on l'a déjà vu. Il y a une espèce de laps de temps entre mi-juin et fin juillet où voilà, le débarquement a été endigué sur les plages de Normandie. Et donc la Wehrmacht a les mains libres pour mobiliser des effectifs conséquents pour anéantir ceux des maquis qui lui semblent menacer ces lignes de communication. Et seulement ceux-là, puisqu'ils n'ont pas les moyens pour intervenir partout. D'abord, le débarquement en Normandie, toutes les radios l'annoncent, hein, c'est-à-dire, bon, dans la nuit, alors il y a évidemment la BBC, mais même les radios. Alors, dans la région Rhône-Alpes, on écoute beaucoup la radio suisse, hein, Sotens ou Radio Genève, c'est des radios très très suivies, qui ont une très bonne réputation, et même la radio Paris, qui est contrôlée par les Allemands, et radio contrôlée par Vichy, informent du débarquement, pour dire que les Allemands ont les choses en main, des choses comme ça, mais c'est une information qu'on ne peut pas cacher. Donc elle est sue par toute la population dans la nuit du 5 au 6 juin, dès que les informations circulent, donc très tôt le matin, et également les maquis ont été informés, ils le savent, par la mobilisation de tous les maquis de France, la mise en œuvre de tous les plans de sabotage, ils sont informés de ça depuis plusieurs heures avant que le débarquement ne commence. Donc, si vous voulez, la résistance d'un côté, mais la population de l'autre, avec quelques heures ou quelques jours de décalage, ils ont l'information du débarquement, qui provoque une vague d'enthousiasme extraordinaire, hein, avec des scènes qui rappellent
je dirais, la levée en masse de la Révolution française ou la mobilisation de 14. Vous avez à Crest, dans la vallée de la Drôme, le garde champêtre qui bat le tambour pour informer, le débarquement a lieu, c'est la mobilisation. Donc la résistance, elle n'est plus clandestine pendant un temps, elle est à visage découvert. On monte au maquis sans vraiment se cacher. Il n'y a pas beaucoup d'effectifs allemands. On prend des cars, on prend des camions et on monte dans le Vercors ou ailleurs avec les drapeaux qu'on agite, en sachant que les garnisons allemandes, il y en a très peu dans la France occupée. Hein. Ils peuvent concentrer des effectifs quand ils en ont besoin, mais dans les villes de la vallée du Rhône, de Tain-l'Hermitage jusqu'à Montélimar, il y a très peu d'Allemands. Donc du coup, la résistance, pendant un moment, elle fait ce qu'elle veut. Alors, dans le Vercors, on a des chiffres, on monte de à peu près 500. Ça, c'est ce qu'on avait à la veille du 6 juin. Et on monte à entre 3000 et 4000. Autour de 4000, mais tout le monde n'étant pas armé, mais plus de 3000 étant armés, donc c'est des effectifs considérables. Et partout où vous avez des effectifs, vous avez les mêmes proportions. C'est-à-dire qu'on passe de quelques dizaines à quelques centaines, de quelques centaines à quelques milliers. Et partout, vous avez ce même phénomène, avec un afflux qui est supérieur à ce qui était envisagé, puisque ça, on ne l'a pas dit. La résistance, ou les maquis organisés, depuis l'automne 43, avaient mis en place des plans de mobilisation de ce qu'on pourrait appeler des réservistes du maquis, ce qu'on appelle des compagnies civiles. Vous aviez des gens, on leur disait restez chez vous, continuez votre boulot, rentrez le soir dans vos domiciles, mais de temps en temps, ils étaient commis à des périodes d'entraînement en montagne. Et cela devait monter au jour J. Et ça, c'est prévu. C'est-à-dire qu'on a des listes, des gens qui doivent monter, ils savent ce qu'ils ont à faire dès qu'ils sont prévenus, ils ont un pactage qui est prêt dans leur placard, une paire de chaussures de montagne ou de brodequins, des vêtements chauds, des chaussettes, des sous-vêtements, voilà, des choses comme ça, et ils sont prêts à monter. Mais ce que les autorités résistantes, si on peut parler ainsi, n'avaient pas prévu ou pas prévu dans cette proportion, c'est que montent des gens beaucoup plus que ceux qui étaient inscrits sur les rôles de réservistes des compagnies civiles. Et ça leur pose des problèmes parce que, on voit ça très bien dans le Vercors, c'est que du moment qu'ils sont montés, c'est très difficile de les faire redescendre. D'une part, parce que les Allemands voilà, commencent à verrouiller, et deux, parce qu'ils sont montés pour participer à un combat victorieux. C'est difficile de leur dire de redescendre. Et quelque part, on a sur les bras une masse de gens qui, comme on n'a pas les moyens d'en faire des unités d'infanterie performantes en quelques semaines d'entraînement, ils sont à la fois pas assez nombreux pour mener un combat militaire classique, mais pas assez armés non plus, et trop nombreux et pas assez entraînés pour faire un combat de guérilla. Et donc, du coup, vous êtes un peu dans la quadrature du cercle, et c'est un peu le gros problème qu'auront les maquis d'été 44. Ils sont nombreux, mais pas assez pour mener un combat régulier contre l'armée allemande, et trop nombreux pour avoir parfois la mobilité nécessaire et la souplesse nécessaire. Et donc, voilà, les autorités militaires et civiles du maquis doivent gérer ce type de situation qu'elles n'avaient pas forcément envisagé. Ça, c'est un sujet où on a beaucoup fantasmé, c'est-à-dire que, bon, globalement, il faut quand même dire, il y a une première proposition qu'on peut dire, c'est que si on fait l'hypothèse absurde, mais on va la faire quand même, d'une absence totale de la résistance en France, les Alliés auraient quand même libéré la France. Voilà. Hein, les armées alliées auraient libéré la France. Donc, les maquis et la résistance dans son ensemble aident la libération, au sens où elles économisent sans doute les vies de soldats alliés, elles permettent des opérations plus rapides, elles gênent, et là c'est plus le sabotage que les maquis, l'arrivée de renforts allemands, encore que les bombardements de l'aviation jouent sans doute un rôle supérieur, mais il n'est pas prouvé, et il est même plutôt, on est certain du contraire aujourd'hui, que contrairement à ce qui peut être dit, il n'y a pas de distraction du front de Normandie d'effectifs allemands que les maquis fixent. On a dit par exemple la division de Pflaum, celle qui intervient contre tous les maquis de l'Ain, du Vercors, de l'Oisin, etc., elle n'est pas allée sur le front de Normandie. Non, mais elle n'était pas prévue pour ça. Et de toute façon, c'est une division de montagne, une division d'instruction, donc elle a assez d'armes lourdes pour combattre les maquis, mais elle n'a pas d'armes anti-char, elle n'a pas de DCA, donc on ne voit pas ce qu'elle aurait pu faire en Normandie. Donc voilà, donc il n'y a pas de distraction conséquente d'effectifs allemands que le maquis fixerait qu'ils ne vont pas sur le front de Normandie. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le maquis entretient une psychose
dans l'armée allemande de terroristes qui seraient partout, ce qui explique aussi les représailles. Hein. Les représailles sont d'autant plus violentes qu'on a peur. Et puis, dès l'instant que le front allemand commande à se disloquer, ils vont sans doute jouer un rôle dans la dislocation de la fuite finale de l'armée allemande. Par exemple, on voit la retraite de la division de Pflaum vers l'Italie, après sa dernière opération dans l'Oisans, Horsheimer, donc, qui est sa dernière grande opération, c'est une retraite assez piteuse vers l'Italie. De même, les maquis auvergnats, Auvergnat et Centre-France vont c'est un cas assez unique, obtenir la reddition d'une colonne entière de l'armée allemande, la colonne Elster, qui va se rendre au maquisard, qui n'arrive donc pas à faire retraite vers l'Allemagne, au moins vers les Vosges, ensuite vers l'Allemagne, parce que là, voilà, les maquis vont la bloquer et la contraindre à la reddition. Donc ce rôle n'est pas négligeable, mais clairement, on ne peut pas dire que les maquis aient joué un rôle stratégique dans la libération de la France. C'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que deviennent les maquisards? D'abord, ça dépend de leur âge. Il y en a qui sont en âge d'être mobilisés, donc ils vont être mobilisés dans l'armée de Lattre, puisque voilà, on reconstitue une armée régulière, et avec un vrai problème. Là-dessus, ça a été traité par des historiens. Je parle, Claire Miot, une jeune historienne qui a traité de ça dans l'histoire de l'armée de Lattre, où elle montre bien que De Gaulle veut faire monter en ligne le plus possible de soldats pour assurer le rang de la France auprès des Alliés. Mais de notre côté, on a aussi besoin de bras pour reconstruire le pays, qui est en situation extrêmement... Et donc, si vous voulez, on est partagé en ça. Et puis, il y a aussi des réticences à la mobilisation, mais on a effectivement une partie des maquisards qui étaient déjà mobilisés dans le maquis, qui vont constituer des bataillons de FFI qui deviennent des bataillons de l'armée française. Et par exemple, on voit des anciens des Glières ou des maquis de Loisan qui sont sur le front des Alpes, hein, puisqu'on a un front jusqu'au 8 mai 45 dans les Alpes, avec des combats à très haute altitude, hein, 4000 mètres, jusqu'au dernier moment. Et parmi ceux qui tiennent cette ligne, il y a d'anciens maquisards qui sont devenus des bataillons de chasseurs alpins reconstitués dans le maquis. Par exemple, dans le Vercors, on avait eu 2 bataillons de chasseurs alpins reconstitués. Bah, ceux-là, on va les compléter en effectif. Ils vont monter au front, et en particulier au front des Alpes. Il y a une autre partie plus âgée ou plus jeune, mais dont on a besoin, qui revient à la vie civile, et c'est la plus nombreuse. On a des associations qui se forment très vite pour commémorer et entretenir la mémoire de ces maquisards, parce que c'est une mémoire très précoce. Et puis on a aussi, il faut le dire, c'est dans les zones de maquis que l'épuration par en bas, ce qu'on appelle parfois l'épuration sauvage, est la plus importante. C'est-à-dire les exécutions sommaires, il y a une statistique qui a été faite, vous regardez une carte départementale de la France, c'est dans les zones de concentration de maquis, donc zones rurales, montagneuses, que l'épuration est beaucoup plus forte que dans des zones urbaines ou des zones de plaine. Pourquoi? Parce que le maquis a attisé l'affrontement, qu'il y a eu des opérations de représailles, hein, la milice était là à Glières, elle était là dans le Vercors, et donc la volonté d'épurer les miliciens, la volonté de se venger aussi, elle est plus forte dans ces zones que dans des zones plus urbaines, plus contrôlées aussi par les autorités, puisque plus la ville est grande, plus le poids des autorités est grand. Et donc, voilà, on a cette épuration sauvage, et puis on a une mémoire et des associations qui se constituent très vite, hein. L'association des Glières, l'association des pionniers du Vercors, l'association des maquis de l'Ain, ça se constitue très vite, très peu de temps après la fin des combats. Et très vite, d'ailleurs, ils vont essayer je dirais, de pérenniser ça par des mémoriaux, des musées, des monuments, parce qu'il faut entretenir ça. Parce que quelque part, ce qui est intéressant dans le phénomène maquis, c'est que ça introduit la guerre dans des portions du territoire français qui ne l'avaient jamais connue. Prenez le Massif central, je dirais depuis les guerres de religion, on n'a jamais vu la guerre étrangère. Il n'y a pas un seul soldat étranger qui a mis les pieds dans le Massif central depuis quand? Depuis la guerre de 100 ans. Vous regardez le Vercors, il n'y a pas un seul soldat étranger. On n'a jamais vu de soldat étranger dans le Vercors depuis des siècles. On ne les connaît pas. Donc là, on a une expérience complètement nouvelle. C'est qu'on va voir la guerre, la grande histoire tomber sur des régions qui étaient quand même très loin des frontières et qui jusque-là n'étaient pas concernées par le phénomène guerrier. Alors, même si c'est pas Stalingrad, c'est quand même la guerre qui débarque sur des villages de la Chartreuse, des Bauges, de l'Ardèche, de l'Oisans, du Cantal.
Et voilà, des villages, des communautés rurales qui n'en avaient pas l'expérience et ne s'attendaient pas à en éprouver des conséquences aussi difficiles, aussi dures. Ah, c'est la grande affaire, hein. Dans le Vercors, ça commence à s'éloigner, mais quand j'étais adolescent, les gens qui étaient alors bien plus âgés que moi, qui étaient en âge d'avoir vécu cette période, parlaient des événements. C'est pendant les événements. On disait pas la résistance, pendant les événements, oh, c'était pendant les événements. Et donc voilà, c'est vraiment l'événement qui tombe dans des bourgades, des villages qui vivaient sur un rythme assez traditionnel, qui évidemment étaient sollicités par la grande histoire. Quand il y a une guerre, il y a des mobilisations, mais qui n'avaient pas vécu la violence guerrière directement. Et là, voilà, vous allez dans les Bauges, vous allez en Chartreuse, vous allez dans le Vercors, vous voyez des villages qui ont été entièrement détruits, qui ont été reconstruits intégralement après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, la guerre a fait son apparition dans des coins de France qui ne la connaissaient pas. On n'est pas en Lorraine, on n'est pas dans les Ardennes, on n'est pas dans le Nord-Pas-de-Calais, où là, on a l'habitude des guerres. Parce qu'on est dans des zones frontières, où la guerre, le front, bah, les champs de bataille, voilà, on sait ce que c'est. Mais là, c'est des zones qui ne connaissaient pas la bataille, du moins depuis très, très, très longtemps. Sinon, c'est une histoire qui est quand même, qui a beaucoup attiré les historiens. Il y a beaucoup de livres qui ont été parus, qui a donné lieu aussi à beaucoup de livres de souvenirs, qui a donné lieu à des musées, hein. Vous avez deux musées dans le Vercors, un musée, un mémorial. Vous avez un mémorial des Glières, vous avez un musée au Montmouchet, vous avez un musée de la résistance en Ardèche, au Teil. Ben voilà, c'est-à-dire que quand vous regardez la carte des musées de résistance, en dehors des grandes agglomérations, Lyon, évidemment, il y a un musée de la résistance et de la déportation, au Grenoble, en général, c'est dans les zones de maquis qu'il y a eu une muséification assez précoce, en tout cas en deux temps. Il y a eu d'abord des musées faits par des associations, dans la plupart du temps, des anciens du maquis ou des anciens de cela. Et après, dans un deuxième temps, en général, c'est à la fin du XXe siècle, début XXIe, ça a été repris en main par les collectivités territoriales, les régions, les départements, pour moderniser et faire des musées avec des cabinets de muséographes, high-tech, avec interactifs, tout ce que vous voulez, donc avec beaucoup plus d'argent. Mais l'origine de ces musées et mémoriaux, c'est les associations d'anciens maquisards, hein.